En fait, tu rentres sur le label Colored Music, Voilà. qui est tenu par Teddy, si je me trompe pas. Teddy est le producteur manager et il y a Zo qui est producteur qui est juste à côté de moi aussi. Alors justement, Colored Music, c'est un label indépendant et la question que je voulais te poser, c'est une question qui moi est très personnelle, que je t'ai déjà posée en dehors des micros et de tout ce barda. Alors, est-ce que c'est toujours aussi bandant d'être indépendant aujourd'hui, comme pouvait le dire Lunatic il y a 10 ans? Bon, après, il y a deux réponses. Il y a l'aspect artistique et il y a l'aspect, on va dire, vente de disques. Tu vois, moi, sur l'aspect artistique, c'est clairement bandant, c'est un kiff parce que je fais réellement la musique que j'ai envie de faire et j'ai la chance de travailler avec un producteur qui me laisse une totale liberté sur ma musique. Donc, lorsque je réalise un morceau, c'est moi avec moi-même. Après, moi avec le public, si vraiment j'en ai envie, mais c'est vraiment moi et moi. Et, je vois la musique comme je la ressens, comme elle me vient. Et j'ai pas de directive. Bien sûr, après, lorsqu'un morceau est terminé, il y a toujours des conseils, des gens qui sont autour de toi, ce qui est normal. Mais la musique vient comme elle vient. Et il n'y a pas en haut, le directeur artistique qui te dit ouais, il faut faire ça, il faudrait mettre plus des textes comme ça, la couleur musicale devrait être plus comme ça, parce que en ce moment à la radio, ça sonne comme ça. Donc ouais, pour l'aspect artistique, bien sûr, c'est bandant. Et après, il y a l'aspect vente de disques qui c'est plus du tout comme à l'époque, quoi. Tu vois, à l'époque de Lunatic, voilà, il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas le téléchargement, ce qui fait que lorsque le public appréciait l'artiste, la musique, il n'avait pas d'autre choix que d'aller à la Fnac et de soutenir l'artiste en achetant son CD. Maintenant, il y a internet, le téléchargement, voilà, c'est plus la même chose, quoi. Mais quand bien même les gens apprécient vraiment l'artiste, la tentation est là d'aller cliquer sur le lien qui est sur Google et de t'avoir l'album en 55 secondes dans le bureau, quoi. Alors, après, tout s'enchaîne vraiment très très vite pour toi, parce qu'en 2008, donc, tu fais le buzz avec Laisse-nous pleurer, en featuring avec Alpeco. Là, t'es diffusé sur Trace, Génération, Ado. Tu surfes un peu sur le succès, parce que là, t'en profites pour sortir Sans dessus dessous, où tu cultives en fait l'image un peu d'un galérien attachant, doué, mais en même temps très humain, très proche aussi des gens qui l'écoutent. C'est là aussi où tu développes l'image véritable du chinois chauve avec les lunettes noires, le crâne rasé. Et puis, suite à ce succès-là, en fin 2010, après seulement une pause de 4 mois, tu reviens avec un nouvel album, Groove Therapy, celui qu'on vous présente un peu ce soir et qu'on vous a présenté notamment lors de la première parce qu'on est passé trop fraîche ce soir-là. Et là, on voit en fait, moi je trouve qu'on voit une certaine évolution assez claire, tu vois, dans ton style musical qui est beaucoup plus léché, je trouve beaucoup plus pro aussi. Alors le thème récurrent de cet album, c'est l'amour et les femmes. Alors il y a le côté flirt dans Si tu m'aimes, appelle-moi, ou celui que vraiment moi mon préféré, c'est Jasmine, qui est vraiment magnifique. Et puis il y a le côté, on va dire, un petit peu plus hot, où tu prends beaucoup plus de risques et où Nov se lâche, quoi. C'est par exemple tous les soirs, tous les jours, tous les soirs. How Does It Feel? T'as ressenti l'influence? Ah, fallait pas que j'écoute trop tard parce que sinon après il allait m'arriver des problèmes. Mais non, mais voilà. Puis vraiment, c'était pour dire voilà. Et surtout, moi, ce que je remarque, après, je sais pas si c'était quelque chose de voulu. Moi, cet album m'a fait beaucoup penser aux productions de D'Angelo à l'époque. Et je trouvais ça justement intéressant qu'en France, on ait ce genre de son qui arrive. Alors, il y a certains qui vont te dire que ta signature vocale, ta voix reste quelquefois à remettre en cause. C'est ce que j'ai vu dans les critiques d'album. Il y en a qui disent que justement t'es pas un chanteur, t'es plus un producteur. Il y en a d'autres qui disent que justement ton teint il est chaleureux, il est vibrant, etc. Qu'est-ce que toi tu réponds à ce débat-là? Moi, ce que je dis, c'est que moi, je l'ai toujours dit dans les interviews, et même moi, comment je me ressens musicalement. Je me suis jamais ressenti réellement comme un chanteur, tu vois. Je me ressens comme artiste. Et vu que j'ai commencé la composition, la production, ma voix n'est que outil au même titre que la basse ou le piano ou la batterie, tu vois. Et ma voix n'est pas une fin en soi, tu vois. Je suis pas chanteur. Il y a beaucoup plus il y a des chanteurs comme je sais pas moi, Brian McKnight, qui eux vraiment sont des performeurs. T'as été très influencé d'ailleurs par Brian McKnight. Je suis très influencé toi. par Brian McKnight, les Boyz II Men, Aziet à l'époque, tous ces performeurs vocaux, ils m'ont beaucoup influencé. Mais je me considère pas comme chanteur, mais plus comme artiste, car voilà, je compose mes morceaux, j'écris mes morceaux
Donc après, tu vois, je peux dire que je suis auteur, je peux dire que je suis chanteur, je peux dire que je suis producteur. Au sein de mon label, je m'investis énormément, donc je peux dire qu'indirectement, je suis manager, tu vois. Donc, je suis toujours dans l'évolution, tu vois. Je pense que dans quelques années, la voix sera différente, les beats seront différents et Nov sera différent. D'accord, bah, écoute, c'est une belle promesse. Et puis le 20 novembre dernier, pour la sortie de ton album, tu remplis l'Élysée-Montmartre. Ouais, donc ça c'est un vrai kiff. En artiste indépendant. Voilà, donc c'est pour justement, c'est de là aussi que venait la comparaison avec Lunatic, dans le sens où c'est quand même assez. Enfin, moi, c'est pas courant quand même, quelqu'un d'indépendant qui fédère, on va dire, autant de. Un public aussi important. Donc c'est ça aussi que je voulais signaler. Alors, on a une tradition pour les artistes qui viennent dans notre émission. C'est que généralement il y a deux parties. La première partie c'est les questions, on fait le fil, on suit le fil de l'interview. On est gentil. Et on est gentil, voilà. Et après on passe à une interview un peu comme chez Ardisson, si tu veux, où tu as un thème bien précis. Et là ce soir le thème c'est qu'il va falloir que tu perdes ta langue de bois, Nov. Je sais que tu n'en as pas beaucoup de langue de bois, mais il va falloir encore descendre encore plus. Et on va te poser donc quelques questions. Alors monsieur Nov, tu n'en as pas marre qu'on te parle de tes origines asiatiques dans un milieu black? Est-ce qu'il n'y a pas encore des carcans en France, dans la musique et ailleurs? Bah justement, on me parle pas souvent de mes origines asiatiques. On me fait la remarque comme quoi, lorsque à l'écoute de mon morceau à la radio, on avait pensé, tu vois, après c'est un peu normal, on avait idéalisé le grand black métis, tressé, avec la voix rauque. Et lorsque on voit mon premier clip, c'est un peu l'étonnement, mais on m'a jamais fait le reproche. C'est juste une remarque. Là, j'avais remarqué que je pensais pas que tu étais asiatique parce que je me suis fait une idée en tête, mais on m'a jamais reproché d'être asiatique et de faire de la black music. Je pense que le public est assez intelligent et a un minimum d'oreilles pour écouter et savoir faire la différence et savoir que j'ai assez de légitimité, asiatique, blanc, arabe ou pas, de faire de la black music à partir du moment qu'elle est de qualité, quoi. Ouais, la question se pose pas. On est là pour juger un produit et voilà. Ouais, c'est ça. Non, parce que c'est souvent un carcan qui existe partout, dans tous les milieux, quoi. Que tu sois blanc, arabe, France, noir, France, on dirait que tu as une spécialisation par couleur. C'est pas pareil en France et aux États-Unis, tu vois. En France, tu vois, à Paris, il y a un peu de tout, quoi. Il y a des rebeux, des renois, des chinois, des babtous. Donc, on vit dans une ville, tu vois, où on se mélange tous et il n'y a pas réellement de. Tu vois, quand on marche dans la rue, on peut croiser un renois, un chinois. On n'a pas de regard, on se dit pas ah, mais le mec est différent parce qu'on est né comme ça, c'est notre génération. Et aux États-Unis c'est pas pareil parce qu'ils ont c'est leur musique qui sont appropriés, cette black music, c'est la musique des blacks, tu vois. Ce qui fait que parfois aux États-Unis quand un blanc se dit faire du R&B ça peut choquer, comme je sais qu'à l'époque Robin Thicke de faire la couverture de Vibe et on a refusé parce qu'il était blanc. Pourtant Robin Thicke est l'un des meilleurs producteurs et chanteurs en termes de soul et de R&B musique aux États-Unis, quoi. Parle-nous un peu d'un ami que tu as très cher, je crois. J'ai vu à la télé, je crois que c'était hier ou avant-hier, pas monsieur d'ailleurs, Ben l'Oncle Soul. Ben l'Oncle Soul. Bah Ben l'Oncle Soul, qui s'appelait à l'époque Oncle Ben. Oncle Ben. Oncle Ben. Oncle Ben, qui s'appelle maintenant Ben l'Oncle Soul à cause du riz. À l'époque, on avait fait quelques scènes ensemble. Il avait commencé en faisant les premières parties de Music Soul Child, Injari, etc. Et moi, à l'époque aussi, je commençais les scènes, tout ce qui se faisait sur Paris, les Soul Nation, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est croisés. Moi, j'apprécie sa musique, comme il me l'a fait savoir qu'il appréciait la mienne. On a fait 2-3 scènes ensemble où on avait partagé le micro. Et je trouve que son succès aujourd'hui est mérité parce que voilà, d'un côté, le mec s'est fait connaître par la scène. Tu vois, donc c'est ça, moi je considère que c'est le plus important, c'est fait connaître par la scène. Et puis ça permet aussi d'ouvrir et de, on va dire, démocratiser le mot soul, tu vois, qui était encore à l'heure d'aujourd'hui un peu inconnu. Et puis longue vie à lui, quoi, tant mieux pour lui. Alors juste en un mot, est-ce que pour toi le rap est mort aujourd'hui en France? Je parle bien en France. Le rap n'est pas mort, il y a beaucoup de rap. Le rap, les clips, Bouscapu, allez voir. Le hip-hop est mort, je pense. Tu vois, le hip-hop est mort et on n'a plus cet esprit de hip-hop. Et puis même dans la musicalité, ça se ressent plus. Maintenant, c'est plus... quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas réellement de rap français, c'est du rap. Mais c'est vrai qu'en France, ils ont réussi à créer, on va dire, cette couleur musicale qu'est le rap français. Mais il n'y a plus le hip-hop
tu vois, aux États-Unis, il y a le hip-hop dur, tu vois, le rap gangsta, comme peut faire The Game, il y a le Dirty South, les Lil Wayne, etc. Et il y a le rap un peu plus conscient, comme le rap de Talib Kweli, de Mos Def. Et en France, il y a des artistes comme Oxmo Puccino qui font ça, mais voilà, tu vois, ils sont... plus comme avant, quand c'est même. plus comme avant, quoi, tu vois. Alors, dernière question, Monsieur Neuve, pourquoi tu n'es pas en major aujourd'hui? Pourquoi je suis pas en major? C'est un choix personnel. Parce que toutes les majors, toutes les propositions, on va dire, de contrat, de signature ne m'ont pas satisfaite. On a voulu me mettre dans une case et Monsieur Neuve ne rentre pas dans les cases. Bonne réponse. Merci beaucoup, Monsieur Neuve. Merci à vous. Merci beaucoup. Longue vie à Groove Therapy dans les bacs depuis le 20 novembre dernier, je vous disais. Salut à tous, c'est Monsieur Neuve. Je suis en direct sur Initiative 95, l'émission sur des thèmes. Vous me retrouvez moi sur le site initiative.com. Voilà, j'espère à très bientôt.